Salut à tous, bienvenue dans ce back-check, le troisième de cette finale de National League. On a assisté, Stéphane, ce soir au premier point de Lugano dans la série. Oui, Lugano, la série relancée carrément. Lugano l'a emporté à domicile. Ça n'a pas été forcément facile. Le score est peut-être un peu trompeur, grâce notamment à un excellent gardien, Elvis Mercier. En effet, 3-0, la victoire de HC Lugano qui revient à un petit point. Et rappelez-vous, lors de l'acte 2, ça s'est joué en prolongation sur pas grand-chose. Finalement, c'est Zurich qui mène 2-1 dans la série, mais ça pourrait être très bien l'inverse. Et puis tu l'as dit, le gros bonhomme de cette soirée, c'est Elvis Mercier qui a joué les Kings dans la cage de Ganez. Et pour nous accompagner pour ce back-check, comme depuis le début de la soirée, l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds est avec nous, Serge Pelletier. Bien sûr, on va revenir, Serge, sur cet acte 3, sur ce match plein du HC Lugano ce soir du côté de la Resaga. Une Resaga chauffée à blanc. On attendait un HC Lugano performant, entreprenant. On l'a eu. Et on a eu aussi un HC Lugano, finalement, messieurs, chanceux. Replongeons-nous dans cet acte 3, replongeons-nous dans les 20 premières minutes de jeu, car oui, il y a eu un grand merci Kin, Serge, mais il y a eu beaucoup de poteaux quand même, faut-il le rappeler pour les ZSC Lions, qui auraient pu ouvrir le score sur cette action de sous-terre. Oui, effectivement, ça c'est une des plus grandes actions justement du premier tiers du côté de Zurich. Un poteau qui vient sauver Merslinkins sur sa droite. Alors, comme on dit, pour gagner des matchs, ça prend un peu de chance. Là, maintenant, on a eu un épisode de chance à faveur de Lugano. On avait vu ces situations spéciales être l'arme fatale de Lugano en quart de finale, en demi-finale, Stéphane. Est-ce que finalement, ce soir, c'est presque un but de powerplay quand même? Oui, c'est la conséquence du powerplay. Le joueur n'est pas revenu. C'est clairement la conséquence du powerplay. Là, du côté de... On a été décalé. Du côté de Zurich, on s'est fait prendre. Il y a un joueur qui est tombé le long de la bande. Et à partir de ce moment-là, il y a eu 3-4 passes transversales, un puck perdu. On est sorti complètement du schéma classique là, du box. Et on en a profité. Lugano était opportuniste ce soir. On en a profité, un bon tir sur réception. Feller était un petit peu en retard. Feller qui n'a pas forcément été très, très occupé ce soir. 21 tirs, 3 buts. Sa moyenne n'est pas extraordinaire, mais c'est un soir pour lui où voilà, le puck le frappait pas. Et j'ai envie de dire, messieurs, alors c'est presque un but sur powerplay. Et si Lugano, Serge, retrouvait son efficacité en powerplay, s'il retrouvait finalement cette arme fatale. Alors là, d'accord, c'est Sanitz qui marque, mais c'est presque la position d'Hoffman, ça, plus que celle de Sanitz, finalement. Oui, exactement. Il y a une belle permutation. Hoffman, justement, a pris le centre de la glace pour, justement, se décaler. Et puis Sanitz, qui était habitué, justement, de jouer la position devant le filet, devant le gardien adverse, s'est retiré dans la position, justement, de Hoffman pour le tir sur réception. Et puis, on a inversé les rôles. Et puis, ça a donné le deuxième but de la soirée. 1-0. Lugano qui fait la course en tête, mais il n'y a toujours qu'un but d'écart entre ces deux formations depuis le début de la série. Et but en fin de tiers, but quasiment en début de tiers, Stéphane, finalement, avec le 2-0. Bertaggia, c'est quasiment un pénalty, mais c'est un revirement. Jamais autant depuis le début de la série, peut-être même, je m'avance un peu, mais depuis le début des playoffs, on avait vu Zurich offrir autant de revirements. Oui, il y a beaucoup de revirements. Il y a eu des mauvais choix de jeu dans la phase quand on était en sortie de zone. Et là, c'est Marty, vous le voyez à l'écran, Marty s'est fait prendre. Seguer a pinché à la ligne bleue. On s'est compromis, tout le monde était porté vers l'attaque. Et puis Marty, lui, a vu ça, a voulu récupérer une rondelle pour éviter un hors-jeu, finalement, et s'est fait complètement passer dans le vide. Serge, il y a eu du déchet dans le jeu zurichois au niveau de la finition. Aussi, on voit là cette possibilité immense pour Herzog qui nous avait ébloui, dira-t-on, et ce soir, il est passé un peu à travers. Oui, tout à fait. Je l'ai mentionné durant le match tout à l'heure. L'exécution de Zurich n'était pas au top ce soir. On voit une grosse occasion d'Herzog, ici une grosse occasion de Kenins, tout pour tout contre le gardien. Donc, Zurich va devoir être meilleur dans son exécution dans l'acte numéro 4 s'ils veulent remporter le troisième point. Sur cette séquence-là, on voit que Kenins, c'est pas un marqueur de but naturel. Parce qu'un marqueur de but naturel aurait été probablement feinté le gardien, etc. La contresens. Et là, il a semblé un peu surpris. Il a simplement lancé le pas contre le gardien. Kenins qui connaît d'excellents playoffs. Mais c'est pas un marqueur naturel.
Hein, on rappelle, son maximum de buts dans une saison, Cannons en Suisse, c'est 8. Il en a 4 durant les playoffs. Il en a marqué 1 en championnat régulier. Celui-là, il aurait été vraiment très important comme but à ce moment-là, évidemment, dans le match, mais il s'est heurté à un grand, très grand Merzlikins, l'homme du match. Merzlikins, blanchissage ce soir, 29 tirs quand même en sa direction. On le sait, il faut un grand gardien, Serge. On a souvent vanté les mérites de Fueller, qui était quasiment astronomique, hein, 95-96% parfois d'arrêt. Mais là, Merzlikins, là, il marque des points aussi. On avait eu un peu de peur sur le dernier match de savoir s'il n'allait pas sortir un petit peu de son match, peut-être sortir même de la série. Répondu de la meilleure des manières. Exactement. Je lisais justement dans un quotidien tessinois ce matin qu'il y a l'entraîneur qui disait qu'ils vont avoir besoin d'un grand Merzlikins justement pour gagner le match ce soir. Et puis effectivement, il a livré la marchandise avec cette victoire de 3-0. Il a été à la hauteur ce soir. Il a tenu tout au long de la soirée son équipe dans le match. Et puis, s'il continue à jouer de la sorte, ça pourrait devenir intéressant. Oui, surtout Stéphane, il a dû faire face à 29 tirs. Mais c'était pas simple comme tir. Non. Il a vraiment fait des arrêts vraiment très compliqués. On a vu le Big C, mais il y a eu des arrêts très compliqués. Oh, il y a eu des contre-attaques, comme on vient de voir. Il y en a eu plusieurs aussi du côté de Zurich, des contre-attaques à 2 contre 1, etc., des pas commodes en déplacement. 2-3 fois, le puck atterri sur le poteau, on l'a vu. Il a joué un petit peu de chance, mais il a fait des jeux de base correctement. Donc, on dit toujours que le gardien est payé pour stopper ce qui est à l'intérieur des poteaux. Un tir sur le poteau, c'est un tir non cadré. Donc, Elvis, il a dit, moi, les poteaux, je les laisse... Je les laisse. C'est le menu frottant. Je les laisse aux statisticiens. Dans ce match-là, sur ce match-là, Zurich, moi j'ai envie de dire, est presque meilleur, en tout cas au nombre d'occasions, Serge, sur ce deuxième tiers. Zurich perd ce match lors de ce deuxième tiers, finalement. Bon, disons que si Cannons avait marqué en fin de deuxième tiers, on connaît justement l'effet psychologique d'un but en fin de tiers-temps. Je crois que ça aurait relancé Zurich. Maintenant, sur le troisième tiers, ensuite remonté 2 buts. Il y a eu le but d'Hoffman qui est arrivé un peu plus tard, le troisième. Là, je pense qu'on s'est dit, ouais, on a déjà gagné 2 premiers matchs. Ça va être difficile justement de gagner celui-là à Lugano. Oui, et surtout que la première véritable occasion qui aurait encore pu faire tourner peut-être la rencontre, c'est Vic, hein, avec ce puck qui va mourir finalement sur le petit, alors qu'on voit le but de Hoffman. Il y a eu des possibilités en effet pour Vic sur la troisième période, mais c'est bien ce but de Hoffman. Et comme vous l'avez dit, Serge, finalement, 3-0, bon, tu as peu de chances de revenir dans la partie, tu as gagné les 2 premiers. C'est pas là où tu vas aller te blesser loin de la pente, on est d'accord. Exactement, ça semble banal à dire. Le lac numéro 4 va recommencer 0-0. On va se retrousser les manches, on va remettre le focus au bon endroit pour pouvoir porter la série 3-1. Mais ça va être un grand match le prochain. On peut parler de la titularisation de Mathias Seger pour la première fois. On peut. 6 minutes de jeu, -2. -2. Il est sur le but avec Marty, le revirement à la deuxième période, puis il est sur le dernier but d'Hoffman. -2. Il a remplacé Tim Bernie, le jeune joueur de 17 ans, qui était utilisé plus de 15 minutes par match. Pourquoi? Alors, je vais faire mon enquête. On n'a pas su savoir pourquoi, mais on sait que les championnats du monde U18 commencent ce week-end en Russie. Et la date limite pour inscrire un joueur, c'est ces prochains jours. Donc, je soupçonne que Zurich a libéré Tim Bernie au dernier moment pour aller jouer le championnat du monde U18. Je n'ai pas la confirmation, mais je suppose que c'est la seule raison que je vois pourquoi on a retiré le jeune, parce qu'il jouait du bon hockey. Et pourquoi mettre Mathias Seger, qui est vraiment lent, qui est devenu nettement moins efficace. -2 ce soir, on le dit, en 6 minutes de jeu. Moi, je suis le coach. Peut-être que je retéléphone à Bernie. Je veux dire, s'il est parti, reviens donc. Reprends l'avion. Reprends l'avion dans l'autre sens, mon grand. Non, c'est clair que c'est pas un jeune de 17 ans qui change tout, mais... Il change le match ce soir. C'est un choix qui dit, bon, pour la première fois, tu rentres Seger, tu enlèves le jeune, tu perds le match. L'autre est -2, comme coach. Tu poses des questions. Surtout qu'on a la série 2-0 en faveur de Zurich. Et puis de l'autre côté, je veux dire, c'est jamais facile de rentrer à froid dans une série finale de cette intensité-là. Donc, effectivement, match difficile pour Seger. Deuxième question comme coach, pourquoi Pelletier à la place de Shore? Shore, 3 points le dernier match. On rentre Pelletier, il a joué que 12 minutes. Il avait joué 11 minutes le premier match, 12 minutes. Donc, tu le rentres, c'est quasiment ton 4e joueur de centre, finalement. Oui, effectivement. Disons que j'ai aussi été surpris par cette décision. Déjà qu'on a parlé en préambule de l'efficacité de Shore sur les mises en jeu. 2, il était sur les bons coups dans les matchs précédents. Et puis, le temps de jeu de Pelletier m'interpelle un peu ce soir, parce que lorsqu'on a un étranger qui joue seulement 12 minutes,
Est-ce que c'était une priorité de le mettre sur la glace ce soir? Ou est-ce qu'on a voulu reposer Shaw pour le prochain match? On va découvrir tout ça dans 48 heures. Ouais. Mais d'une manière générale, j'ai envie de dire, les étrangers de Zurich sont un petit peu passés à travers. Kevin Klein, on a l'habitude de la première passe au niveau de la relance. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai pas l'impression d'en avoir vu. Le jeu de transition de Zurich, là... Il a joué quand même 25 minutes, mais on l'a beaucoup moins vu. On l'a vu plus défendre que se porter aussi à l'offensive et soutenir l'attaque. Ouais. On n'a pas vu beaucoup de défenseurs soutenir l'attaque. On a vu Gehring passer un petit peu à côté, mais enfin, on n'a pas vu. Puis Peterson. Peterson, rappelez-vous, au début de la série, on a dit, voilà, nos deux joueurs clés, on a Lapierre d'un côté, Peterson de l'autre. Peterson, c'était le joueur vraiment emblématique de cette équipe zurichoise en quart et en demi. Et là, on a l'impression quand même, Serge, qu'il est un petit peu en dedans, là, Peterson. Parce que si on fait un bond en arrière, c'est justement Peterson qui avait créé ce déclic dans le quart de finale avec ce fameux but en prolongation contre Zug au match 2, qui avait vraiment dynamisé, si on veut, la machine zurichoise. Et puis là, bien entendu, il est un peu discret en finale. Allez, messieurs, une réaction à l'issue de cette victoire, évidemment, de Lugano ce soir, qui marque son premier point, on l'a dit, dans la série. On va écouter une réaction du côté du HC Lugano. On va écouter Julien Vauclair. Julien, on attendait une réaction de Lugano. Elle est venue, on peut même le dire avec la manière ce soir. Ouais, je pense que c'était un très bon match de notre part. C'était pas facile d'encaisser la défaite en prolongation à Zurich. Mais comme vous l'avez dit, c'était important de réagir. Il fallait absolument qu'on retourne dans cette série. Et puis aujourd'hui, on a fait un très bon match. On a fait de très bons 60 minutes. Et puis on a engrangé ce premier point. On doit continuer comme ça. Justement, c'est un premier point qui doit en appeler d'autres maintenant. Oui, mais comme dans la défaite, on n'est pas tombé dans le trou. Je crois qu'après cette victoire, il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est un point, mais on regarde dans les 3 matchs, c'était une bagarre difficile. Et puis, c'est des batailles et on a encore un grand travail devant nous. Mais bien sûr, il faut qu'on aille chercher la victoire à Zurich. Merci bien. Bonne suite de série. Merci, Julien. Ça, c'est l'expérience, bien sûr, qui part de Julien Vauclair. Surtout ne pas s'enflammer. Allez, comme on en a pris l'habitude, maintenant, on va ouvrir une page NHL. On va voir ce qui se passe outre-Atlantique, puisqu'on vous rappelle que les playoffs ont commencé. Stéphane, et puis il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne nos Suisses, notamment. Oui, nos Suisses qui vont plutôt bien. Vous allez voir avec le tableau derrière moi, le graphique, en fait, la situation des playoffs. Nashville, on sait qu'il y a 2 joueurs suisses qui jouent à Nashville, 3 même, avec Yannick Weber, Fiala et puis Josi. Ils mènent 2-0. Des victoires pas forcément faciles. Dernier match, 1 but, 1 passe pour Fiala. Donc, ils mènent 2-0. La série se transporte à Colorado, à Denver, au Colorado. Minnesota, le Wild est revenu dans la série après avoir été atomisé lors des 2 premiers matchs à Winnipeg. Dans la tempête de neige à Minnesota, on a gagné 6-2. Très belle victoire de l'équipe de Nino Niederreiter qui relance cette série Winnipeg. Une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup ici, mais qui est fort impressionnante. Vegas, une équipe impressionnante, en voilà une autre. La Ville et hockey à Vegas, 3-0. On a gagné les 2 premiers à la maison et on a gagné à Los Angeles le 3e match. 3-2, encore une fois, par la plus petite marge, mais un certain Carlson qui flambe et surtout un gardien Fleury qui est étincelant devant la cage. Les Sharks mènent 2-0 contre les Ducks, l'équipe de Timo Meier qui se dirige gentiment, éventuellement vers un quart de finale. Dans l'Est, maintenant, Tampa Bay, grand favori, a encore une fois vaincu l'équipe de Nico Hischier. Nico Hischier qui a marqué son premier but en carrière en play-off. Le premier but du match, d'ailleurs. Le but égalisateur, c'était le 1-1, mais son équipe s'est inclinée. 5-3, la série se transporte à New Jersey, en banlieue de New York. Boston, incroyable. Boston ne fait qu'une bouchée de Toronto jusqu'à maintenant. Encore une 2e victoire, 7-3 facilement. Et un joueur qui fait flèche de tout bois. 3 buts, 3 assists pour un jeune homme de 21 ans, un jeune Tchèque. On va voir quelques images après. Celui-là, il est vraiment impressionnant avec Bergeron et Marchand. Les Capitals de Washington, encore une fois, excellente saison. La troupe de Ovechkin en saison régulière, dominante, perd 2-0 contre Columbus. 2 défaites en prolongation, malgré 2 buts d'Alexander Ovechkin. On dit que ce n'est pas un joueur de play-off, mais là, il a fait quand même le job. Son équipe s'est inclinée malgré tout. Et les Penguins de Pittsburgh, une série tellement bizarre. 7-0 victoire le premier match, 5-1 perdu le 2e match. Et ils gagnent le 3e match, 5-1. Sidney Crosby, 1 but, 3 assists, seulement ça.
Et les Pingouins joueront le prochain match encore à Philadelphie et pourraient faire le break dans cette série. Oui, on va passer aux images maintenant, si vous le voulez bien. En effet, avec notamment l'excellent Kevin Fiala. On l'a dit du côté des Predators de Nashville, qui a marqué un but et réussi une mention d'assistante. C'était samedi face à Colorado. Kevin Fiala fait une très bonne saison au niveau comptable. Faut le rappeler. Oui. Il commence à connaître des saisons comme on l'attendait, un joueur de talent. Le match New Jersey à Tampa Bay, regardez, ça c'est le premier but en carrière de Nico Hischier en play-off. Il en a marqué 20 en saison régulière, bien placé, un rebond. Il enfile l'aiguille, Nico Hischier. Quel talent, encore une fois. Un joueur très, très, très efficace. Ça, c'est le but de Pastrnak. Regardez, c'est le 7-3. C'est son tour du chapeau. 3 buts, 3 assists. La passe de Marchand est parfaite. Et regardez, le petit pont entre les jambes. Le gardien rate son revers quand même, mais marque. C'était un grand, grand soir pour lui. A marqué une croix blanche pour lui, évidemment. Et ça, c'est le but de Crosby. Regardez, il joue au foot, ensuite au hockey. Vous allez le voir sur le ralenti. Sidney Crosby, premier but du match. Hop, ramène avec le patin. Ça, c'est le two-touch. Et fait le wrap-around, finalement, pour battre Elliott. Elliott, le gardien de Philadelphie, qui n'est pas très à son affaire depuis le début des playoffs. En tout cas, pas très en forme. C'est le but de Matt Calvert de Columbus, qui a battu pour la deuxième fois suite en prolongation l'équipe d'Alexander Ovechkin. Et ça, c'est le troisième but, le 3-1 de Carlson, un joueur qu'on n'attendait pas, qui a connu une saison incroyable, le Suédois. Marchessault également, James Neal sont excellents pour Vegas. Le Vegas qui, encore une fois, est sur un nuage. Et bien, on a un Marc-André Fleury devant la cage qui est tout simplement étincelant. Étincelant, Vegas, incroyable, qui peut aller loin, Serge Pelletier, finalement. Très loin, et puis avec tous des joueurs non désirés dans leur ex-club. C'est ça qui est très impressionnant du côté de Vegas. On s'attendait sûrement qu'à un certain moment donné, durant la saison, il était pour connaître un coup de mou, un relâchement et tout, mais jamais. Puis là, maintenant, Los Angeles, qui est une équipe de play-off, gagner 3-0 contre les Kings, chapeau. C'est une série très, très physique, hein, on l'a dit. 127 mises en échec lors du premier match. Ça, c'est en 60 minutes. C'est un record. On en a parlé à Hockey Night in Canada. On a un record de tous les temps. 136 mises en échec lors du deuxième match. Là, on a joué un tiers et demi de prolongation. Et 85 mises en échec, je dirais, seulement lors du troisième match. Une série très... 85, c'est déjà énorme. Imaginez 127 lors du premier match. Ça, c'est à chaque fois que vous touchez au puck, ça fait beau. Et puis, on en parle de Pastrnak ou pas? Parce que là, il met un but exceptionnel, hein, quand même. Pastrnak, c'est un jeune Tchèque, 21 ans seulement. Il faut dire qu'il est bien accompagné. Il joue avec Patrice Bergeron et Marchand. Et cette ligne-là, en 3 matchs, deux matchs. On a joué 2 matchs seulement dans cette série, 20 points. Les 3 joueurs totalisent 20 points en 2 matchs. C'est la deuxième saison qu'ils jouent ensemble, je crois. Oui. C'était déjà les 3, le même trio l'année passée. Oui, mais cette année, c'est une ligne qui est dominante, Serge, n'est-ce pas? Impressionnant. Très impressionnant. Je veux dire, Bergeron, qui est justement sûrement le leader sur ce bloc-là, mais je veux dire, ce jeune-là de 21 ans... impressionnant. 6 points dans un match de play-off, il faut le faire. Et puis, c'est un record de 1969 de Phil Esposito. Ça, nous, on se souvient un peu de Phil Esposito. Les plus jeunes, non. Un peu moins, j'avoue. Le frère de Tony. Exactement. Qui était gardien. C'est assez drôle parce que là, c'est vrai. On commence au Canada à entendre des critiques sur un certain Mike Babcock. Mike Babcock, c'est l'entraîneur le mieux payé de la NHL, 6 millions par année. Il a signé un contrat de 8 ans. C'est un gars qui n'a aucun défaut comme entraîneur. On ne lui trouve que des grandes qualités. Et là, il s'est fait déclasser lors des 2 premiers matchs à Boston. Et là, il y a des voix qui commencent à dire « Qu'est-ce que fait Mike Babcock? Est-ce qu'il serait out-coaché par son adversaire? » C'est comme quoi même les grands peuvent être critiqués, Serge. Et puis au dernier match, justement, Babcock a mis le blâme sur le joueur de centre Plekanec, l'ex du Canadien de Montréal, en lui reprochant qu'il n'a pas fait son travail, qu'il n'a pas gagné sa mise en jeu et puis qu'il n'a pas effectué son travail défensif qui était payé justement pour faire ce genre de boulot. Et ça va faire plaisir à Michel Bergeron, parce que Michel Bergeron, c'est un ancien entraîneur canadien qui est analyste, un peu comme moi je le fais ici à Réseau TVA, qui depuis des années déteste Plekanec. Il dit que c'est un joueur qui est inutile à Montréal. En fin de carrière, on l'a échangé à Toronto. Donc, ça va lui faire plaisir qu'on critique Plekanec. Moi, je sais rien, j'ose rien dire. On ne parle pas du Canadien de Montréal ici, vous savez, c'est toujours un sujet un tout ils sont en vacances, ils sont au golf maintenant. Sujet tabou. C'est sujet tabou, surtout au niveau du prochain transfert, je ne vous explique pas. On en parlera très certainement, évidemment, sur ce plateau. En ouvrant une nouvelle page NHL, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Serge Pelletier, de nous avoir accompagnés. On se donne rendez-vous, vous l'avez compris, mercredi, pour l'acte 4 du côté du Hallenstadion. Rendez-vous, bien sûr, à 19h45. Bonne fin de soirée à tous. Merci, bye bye, à mercredi.